À tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, presque un mois déjà que le Nigeria a fermé ses frontières terrestres avec le Bénin pour mettre un terme à la contrebande à grande échelle, en l'occurrence de bon nombre de produits alimentaires. Les effets sont indescriptibles. Entre désarroi et espérance, les Béninois, très affectés, s'en remettent à la capacité managériale et au sens de négociation des autorités au plus haut niveau. Plusieurs rencontres déjà entre le président béninois, Patrice Talon, et son homologue nigérian, Muhammadu Buhari. Des rencontres, certes infructueuses pour l'instant, mais un fait nouveau tout de même, qui aura ramené le sourire sur bien des lèvres ces dernières heures. Le Parlement de la CEDEAO, en session extraordinaire cette semaine, s'est invité dans la danse, plaidant pour une réouverture des frontières par le Nigeria. Plaidoyer du Parlement de la CEDEAO pour la réouverture des frontières, la levée du blocus nigérian acté. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Et déjà sur ce plateau, Kasbi Pedjo, analyste économique, il est le directeur de publication du quotidien Nouvelle Économie. Kasbi Pedjo, bonjour. Bonjour Joël Yetonji, bonjour chers téléspectateurs. Et merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. En face de lui, un autre analyste, Jos Peso Anago. Il s'intéresse aux questions d'ordre politique. Il paraît le sujet a un relent politique, et c'est bien possible. En tout cas, on appréciera. Il est le DP, directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la dépêche. Jos Peso Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs de Sika TV. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un devoir renouvelé. Plus de 20 jours, mesdames, messieurs, qu'elle est fermée, la frontière terrestre nigériane. Depuis, les autorités béninoises font des pieds et des mains pour établir la situation. En vain pour l'instant. Mais désormais, elles ne sont plus seules au front, ces autorités. À l'ouverture de la deuxième session extraordinaire du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Moustapha Cissé, le président du dit Parlement, a appelé ouvertement le Nigeria à mettre un terme à la mesure de fermeture des frontières. La nouvelle depuis, Jos Peso Anago, c'est l'effet de boule de neige. Et chacun va dans tous les sens en termes d'analyse. Oui, tout à fait, chers confrères. C'est vrai, cette réaction du Parlement de la CEDEAO est tombée et est appréciée diversement selon que l'on soit proche ou non du pouvoir. Mais ici, il ne s'agit pas de se positionner de par ses accointances pour apprécier cette sortie de la CEDEAO. C'est l'intérêt justement de ce plateau, de regard neutre pour apprécier. Tout à fait. Et là, parce que il faut d'abord se demander qu'est-ce que c'est que la CEDEAO, ses attributions, ses missions et tout le reste, et se demander si le Parlement de la CEDEAO, en ce qui le concerne, est en position, n'est-ce pas, de proclamer ce genre de discours. Si oui, quels en seraient les impacts et quelle serait aussi la réaction des autorités nigérianes dans le cas d'espèce, parce que les sujets qui sont sur la table ne sont quand même pas des sujets moindres. Il s'agit dans un premier temps de la sécurité, et ça, et lorsque des questions sécuritaires se posent, il y a lieu de les regarder avec beaucoup plus d'attention. Il y a, au-delà des problèmes sécuritaires, le Nigeria a posé, à l'entame de la fermeture de ses frontières avec quelques-uns des États limitrophes, parce qu'il faut bien le préciser aussi, le Nigeria avait été clairement chose là-dessus, a dit, voilà, nos frontières sont devenues poreuses, il y a des produits qui transitent à partir de certains pays qui ont été nommément cités, et ces produits nous empêchent, nous autres, de promouvoir notre agriculture à l'interne. Ces produits nous étouffent. Donc, le Nigeria a accumulé assez d'arguments. Est-ce que la sortie du Parlement de la CEDEAO, le plaidoyer du Parlement de la CEDEAO, suffit-il pour résorber les problèmes qui se posent au Nigeria? On est là pour... On va apprécier. Donc, Kasbi Pedjo, cette sortie, comment vous l'appréciez? Le Parlement de la CEDEAO est dans son rôle. Mais permettez-moi de dire que c'est un rôle un peu tardif, parce que le Parlement de la CEDEAO n'est pas sans savoir que depuis des luttes
des années donc, immémoriales, le Bénin a toujours fait de la triche en ce qui concerne son économie. Le Bénin n'a jamais donc participé à un élan donc sous-régional en termes donc d'efforts d'économie. Le Bénin a été toujours cet enfant choyé, chouchouté du Nigeria. C'est pas la première fois donc que le Nigeria tape du poing sur la table pour réclamer donc l'ordre dans le désordre. Où était donc ce Parlement, où étaient les parlementaires donc, de la CEDEAO, et que c'est aujourd'hui ils veulent jouer donc le rôle de médecin après la mort ou je ne sais pas de quoi. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Une institution sous-régionale doit veiller donc à la bonne sécurité. La sécurité ici est en double sens, est en double degré. La sécurité physique, mais aussi la sécurité de l'économie. C'est le rôle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous nous sommes mis ensemble pour être forts et non pour être faibles. Si dans la chaîne de production, il y a un maillon faible, on essaie de s'entendre et régler. Vous êtes là depuis une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années, depuis les indépendances. Le Bénin a toujours fait de la triche. Il faut cesser avec ça. Je ne suis pas d'avis avec donc, ce message. Pour moi, Moustapha Cissé, l'honorable Moustapha Cissé, devrait se ranger du côté du Nigeria et inviter le Bénin à être un peu sérieux dans sa vie pour une fois. Pour une fois, il faut que le Bénin soit sérieux. Il faut que nous comprenions les enjeux. Qu'est-ce que le Nigeria reprend? Vous voulez aujourd'hui qu'on rouvre les frontières pour permettre encore la porosité des armes sur le sol nigérien? Vous voulez qu'on rouvre les frontières pour que du riz quitte l'Asie pour venir inonder? C'est ça le message quand on invite? Quand bien même on peut trouver de la pertinence dans votre démarche, mais vous ne comprenez-vous pas? Ou ne doit-on pas reconnaître que cette sortie a valeur au moins d'arbitrage? Les autorités béninoises ont effectué un certain nombre de démarches. Certainement que des engagements ont été pris. Et vu l'empressement des autorités avec le premier responsable en chef pour rencontrer Bouhari, et que Moustapha Cissé intervient et ses pairs interviennent en ce moment précis, est-ce qu'il ne faut pas percevoir cela comme une façon de dire « Ok, on comprend, le Bénin n'a certainement pas été un enfant correct », mais constatez que cette chicote touche tout le monde et sachez lasser du lest, simplement. Je crois que la CEDEAO a des instants d'arbitrage et s'il faut jouer à l'arbitrage, ce n'est pas Moustapha Cissé qui va jouer ce rôle, qu'on laisse donc les institutions fonctionner, que chacun joue son rôle convenablement. Mais j'estime pour ma part que chicoter son enfant n'a jamais été mauvais pour son éducation. Ça, lorsque vous chicotez votre enfant qui est indiscipliné depuis des années, pour moi, c'est le ramener à l'autre. Je suis béninois, je suis fier d'être béninois, mais je veux enfin que nous travaillions. Vous pensez que si le Bénin avait bâti une structure économique des plus solides, le Nigeria peut oser? Vous pensez? Si effectivement c'était nous qui nourrissons le Nigeria, si c'était nous qui donnons de l'énergie électrique au Nigeria, vous pensez que si le Niger, là où le Niger décide de bloquer son uranium, Paris ne va pas trembler? Vous pensez? Mais c'est de ça il s'agit. Il faut montrer au Nigeria que vous êtes à côté de lui, mais que vous êtes aussi une puissance à respecter. Que faire pour faire trembler le Nigeria? On pourrait en parler tout à l'heure et rassurez-vous, la question vous sera posée. Mais en attendant, Jospezo Anago, ça a été la posture du Parlement de la CEDEAO. Votre vis-à-vis a évoqué un fait qui me pousse à rappeler un pan de l'histoire dans le rapport entre le Bénin et le Nigeria. Et pour devoir de mémoire, une fermeture de frontières avec le Bénin, ce n'est pas la première fois, c'est arrivé déjà un certain nombre de fois, je dirais, avec Bouhari. C'est comme l'histoire qui se répète, on se rappelle vers la fin du régime marxiste-léniniste, c'est encore Bouhari, tout jeune, bien frais, qui a fermé ses frontières au Bénin, et ça a duré le temps que ça a duré. Votre vis-à-vis semble dire qu'au regard de ces faits plutôt récurrents, le Parlement de la CEDEAO, la CEDEAO en tant qu'entité structurée, aurait pu, depuis, interpeller le Bénin et dire, bon, on peut éviter que ces situations se répètent. Depuis Mathieu Kérékou, ça fait quand même un certain nombre de chefs d'État. Éviter
de revivre la même situation, mais le Bénin n'a pas su prendre les mesures qu'il faut. La CEDEAO aussi n'a pas su ramener son enfant à l'ordre, parce que le Bénin fait partie de ces milliers d'enfants. Est-ce que c'est un procès qu'on doit pouvoir faire à la CEDEAO? Dans une certaine mesure, oui, mais je voudrais nuancer. Ok. Je voudrais nuancer pour dire ceci. C'est vrai que la CEDEAO est une instance sous-régionale qui contrôle, si on veut, ainsi un certain nombre de politiques des États, c'est-à-dire librement consenties. Dans le même ordre d'idées, il faut reconnaître aussi que à l'intérieur de la CEDEAO, il y a ces États qui se font passer pour les chantres de la CEDEAO. Je voudrais me permettre de citer le Ghana et le Nigeria, par exemple, qui sont curieusement deux pays anglophones. Mais lorsque vous traversez les frontières pour vous rendre du côté du Ghana, parfois il vous arrive de vous demander, mais, tenez, ceux-ci se font passer pour les chantres de la CEDEAO, mais comment est-ce qu'ils nous traitent ainsi? Là, c'est pourquoi je dis qu'il faut nuancer. De l'autre côté, vous vous rendez du côté du Nigeria, vous êtes ressortissant d'un autre État de la CEDEAO, vous remarquez qu'il y a une sorte de différence notable entre l'accueil que vous avez reçu en traversant des pays francophones et celui qu'on vous réserve à l'entrée du Nigeria. Et moi, je me suis amusé parfois à me dire que ces deux pays qui se disent pourtant être les gros défenseurs de la CEDEAO ne traduisent pas dans les actes les faits et gestes qui devraient accompagner ce genre de démarche. C'est la nuance que je voudrais faire pour dire la libre circulation des personnes et des biens doit pouvoir être perçue au niveau de tous les États comme étant un impératif. D'accord. Dans le même temps, il faut reconnaître, c'est là où ma nuance va dans l'autre sens, pour dire que quand on est ensemble, il faudrait se faciliter la vie et l'existence. Ce n'est pas parce qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens que cela doit se faire à tort et à travers. Je voudrais reconnaître que le Nigeria, il y a quelques années, à travers des voies très autorisées, disait à l'endroit du Bénin, je vais schématiser, écoutez, Bénin, produisez, nous sommes consommateurs. C'est-à-dire, le Nigeria a émis, parce que c'est 200 millions de consommateurs. C'est 200 millions de consommateurs. Avoir un voisin du genre, c'est une opportunité. Et je ne voudrais pas être d'accord avec mon confrère pour dire que nous sommes un enfant du Nigeria. Non. Non, nous sommes tous des États souverains, le Nigeria et le Bénin. La souveraineté, ce n'est pas du bout des lèvres. Et là, je le rejoins pour dire la souveraineté, c'est aussi ce que vous faites, ce dont vous êtes certain, ce que vous produisez, ce qui fait de vous quelqu'un de particulier. On peut être, il y a des petits pays. Quand je prends le Japon, excusez-moi la discrétion, quand je prends le Japon est truffé d'îles. Il n'y a pas de terre arabe véritablement au Japon. Mais pourtant, vous n'êtes pas surpris que le Japon offre du riz au Bénin, des cargaisons de riz au Bénin. Mais comment le Japon produit-il du riz sur des terres peu arables? On ne produit pas du riz en mer. Donc bref, c'est dire quoi? Nous n'avions pas pu apprécier ou appréhender nos potentialités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à côté du Nigeria, dès que ce géant pousse, nous, on est déjà complètement alignés. C'est ce qui explique le ressenti que nous avons. Parce que le Nigeria a été clair, nous fermons nos frontières terrestres sur toute l'étendue qui nous sépare avec d'autres pays. Le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Bénin y compris. Mais nous ressentons plus les affres de cette décision du Nigeria au Bénin et moindrement au Niger et pas du tout, j'allais dire, au Cameroun comme au Tchad. Parce que ces pays sont en intelligence très avancée avec le Nigeria. Ce que nous ne pouvons pas revendiquer au Bénin. Alors, lorsque la CEDEAO intervient en l'absence de ces données, moi, je crains que cela ne puisse véritablement pas bien prospérer. On était ici, la CEDEAO, selon moi, est limitée dans cette démarche, y compris, mieux encore, le Parlement de la CEDEAO. Le Parlement de la CEDEAO n'est pas né, n'est pas d'hier, ne date pas d'hier. Et donc, ce plaidoyer est bienvenu, de mon point de vue. Mais je dis, c'est comme une mèche de cheveux dans une soupe. On a vécu ici au Bénin des élections qui ont été traitées de mauvaises par pratiquement toute la communauté nationale et internationale.
On a vécu des élections qui ont été perçues comme exclusives. Le parlement de la CEDEAO était où? Mais on a vu aussi certaines institutions sous-régionales intervenir. Ça a valu quoi finalement? Donc c'est dire, moi je ne voudrais pas présager du sort qui sera réservé à cette démarche de la CEDEAO, mais je voudrais dire, si tant est qu'on a vu la CEDEAO passer ici au chevet du Bénin pendant les élections et que ça n'en a donné aucun résultat probant, je crains fort bien que nous ne soyons en face d'une telle situation aussi où ce plaidoyer va, comme on le dit vulgairement chez nous, comme de l'eau versée sur le dos du canard. Une décision d'une institution que les chefs d'État africains ont fièrement portée des années durant et pour laquelle ils accordent à travers les dernières activités menées en synergie d'action beaucoup de prix pour ensuite devenir des États plus que souverains. Comprendre aujourd'hui que c'est des institutions du genre prennent des dispositions, fassent des plaidoyers et que ce soit comme de l'eau versée sur le dos du canard, pour l'économiste, comment ça peut s'apprécier? D'abord, est-ce que c'est aussi votre avis que ça risque d'être comme de l'eau versée sur le dos du canard, ce plaidoyer? Bien sûr, parce que qui dirige en fait la CEDEAO? C'est le Nigeria. Et le Nigeria va encore critiquer la décision du Nigeria, c'est de la diplomatie. Si on ne fait rien, c'est que demain, s'il y a pire que ça, on ne pourra rien dire. Donc il faut le faire pour que juste on vient, on monte l'apparence donc de soutenir. Et puis bon, demain, on aura quand même dit qu'on a fait et le Nigeria n'a pas respecté. Vous pensez, quand vous êtes géant, quand vous êtes riche, quand vous êtes aussi puissant, vous pensez que c'est juste des décisions qui vous font plier? Le Nigeria a réfléchi, a pensé. Vous savez, monsieur Joël, chers téléspectateurs, depuis 2015, Buhari menaçait déjà pour fermer les frontières. Il ne faut pas penser que c'est un débat de personnes. Non, c'est pas sérieux ce que le Bénin fait. Moi, je suis béninois, mais je souhaite que de cette décision, que les pères, que Ouattara, que Kaboré, que Issoufou, que Faure et que sais-je encore appellent leur jeune frère Patrice Talon et lui dit: Joe, sois sérieux pour une fois. Travaille. Mais vous avez de l'argent. Vous êtes opérateur économique. Développez le potentiel économique de votre pays. Et cessez de perturber notre sommeil. On a mieux à faire que ça au sein de la communauté. Je veux bien croire que vous êtes sérieux en le disant. Je suis très sérieux. Mais lorsque vous dites travailler ensemble, vous n'observez pas que ça travaille depuis que Patrice Talon est là. Vous n'observez pas cet engagement de l'actuel locataire l'actuel locataire du palais de la Marina. Vous n'observez pas qu'il a pris des engagements pour la diversification des produits agricoles et que ceci ne peut pas se faire en quelques mois ni en quelques années. C'est un travail de longue haleine, Casmine Pédio. N'est-ce pas là une situation atténuante? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il a pris engagement. Mais durant ces 3 ans, on a atteint 700 000 tonnes de coton. On n'a pas pris engagement avec le coton. On a travaillé, on a amélioré la prestation. Donc le rendement à l'État aujourd'hui a été amélioré. On prend des engagements. Le Nigeria n'achète pas les engagements. Le Nigeria achète du concret. Et le concret s'appelle Made in Africa. Et nous avons signé, nous avons ratifié la dernière fois l'accord de libre-échange continental, la ZLECAf au Niger. Et à l'occasion, j'avais déjà dit, j'avais demandé aux autorités béninoises, qu'avez-vous fait durant votre silence en accompagnant le Nigeria dans sa décision de voir clair dans la ZLECAf? Qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous compris le sens de la ZLECAf? Et c'est ça le Nigeria applique aujourd'hui. Le Nigeria dit: je ne veux plus des produits venant de la Chine, venant donc du Japon, venant de Bangladesh, venant de Taïwan. Je ne veux plus ces produits. Et vous êtes là à demander pardon, à supplier. Non, nous sommes dans un débat de gentleman arguments. Quand vous avez quelque chose d'économiquement fort, un pays comme le Nigeria ne marche pas sur vous. Vous savez, les pays que donc mon vis-à-vis Joe Penzo a cité, je veux revenir sur ces pays-là. Le Tchad, un pays de l'Interland, un pays à économie difficile, un pays où la population a du mal à voir la pluie tomber régulièrement sur son sol. Mais on ferme la frontière. Le Tchad ne s'en émeut pas du tout. Ça ne leur dit absolument pas grand-chose. Ils ne s'en préoccupent même pas. Ils ne savent même pas si Buhari a pris une décision pareille.
Le Niger, pays de l'interland, avec une économie difficile, insécurité alimentaire, le Niger s'en fout. Mieux, le Niger même prend une décision. Pas. Je n'exagère pas. Le Niger aussi prend une décision et interdit l'importation du riz sur son sol. C'est vrai, non? Ça, c'est vrai. Ça, c'est bon. vrai. Mais s'en fout Donc, pas. je n'exagère pas. Alors, le Niger aussi cohabite avec le Nigeria dans cette décision. Le Cameroun, bon, pays côtier, s'en préoccupe même pas. N'évite même pas Boari, ne le félicite même pas parce qu'il s'en fout pas mal de cette décision. Mais le seul ici qui jazz depuis 30 jours, c'est le Bénin. Pourquoi ça jazz? Pourquoi ça bavarde? À cause de l'impact. Parce que vous êtes faible. Parce que vous avez passé toute votre vie à ne pas fonder une économie solide. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria, c'est le rebondissement dans cette affaire, dans cette nébuleuse qui paraît désormais non pas comme un blocus, mais comme un embargo contre l'économie béninoise. C'est que le Nigeria décide d'aller plus fort. Vous n'aurez plus un iota de kilowatts d'énergie. Oui, et on verra. On revient sur la question, mais je reviens sur cette décision ou cette poursuite du Parlement qui a remarqué que l'État béninois est en train de prendre des engagements et ce n'est pas tout qu'on expose sur la place publique. Des contacts ont été pris, mais au-delà, Boari, et il faut peut-être saluer cela au passage, a bien reçu son homologue. Ça a discuté, donc des choses ont été dites. Le Parlement, au regard de tout ceci, rappelle qu'il va falloir faire des efforts supplémentaires. Et il revient sur un principe cher à tous les États, même si le Nigeria a nuancé qu'il s'agit des produits importés. Moustapha Cissé rappelle que dans le contexte actuel, cette fermeture ne manquera pas d'impacter la libre circulation des personnes et des biens. Toutes choses chères à la communauté. Et ça, est-ce que ça ne peut pas toucher la sensibilité du Nigeria pour comprendre l'enjeu au-delà des autorités? Tout à fait d'accord avec vous. Et vous savez, c'est vrai, si cette décision paraît brusque et surprenante pour bon nombre de Béninois, y compris même au plus haut niveau, et c'est à désoler, c'est ne pas avoir perçu les signes annonciateurs d'une telle situation. Le Nigeria s'est préparé. On ne me démontrera pas le contraire. Moi, je m'abreuve à la source nigériane pour ce qui concerne cette crise parce que nous n'avons pas de source au plan local. Aucune autorité depuis la survenue de cette crise, j'appelle ça une crise, n'est montée au créneau pour tout au moins nous raconter une histoire à dormir debout. On n'en a même jamais entendu. Et donc là, moi, j'ai pris l'option depuis longtemps d'aller chercher du côté du Nigeria. Qu'est-ce qui se passe? Récemment, vous avez suivi Abdoulaye Biotchane qui a parlé des conséquences que cela a sur l'économie béninoise. Je suis désolé, chers confrères, de vous faire remarquer que de mon point de vue, j'ai vu un ministre d'État intervenir parce qu'il y a un média international qui s'était rapproché de lui. Je m'attendais à ce que ce soit un point de presse ou quelque chose du genre pour informer le pays. Ça se fait dans les pays qui se respectent. Alors, pour avancer, je dis ceci, le Nigeria s'est bien préparé à cette situation. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'un État se lève et dit « je ferme les frontières ». Et on voit en même temps un déferlement de forces de sécurité le long des frontières avec tout ce qu'il faut, les parades et tout le reste. Le Nigeria s'y est préparé. Le Nigeria s'y est préparé depuis des années. Le Nigeria s'est tellement bien préparé qu'on a entendu des hommes d'affaires qui sont des oreilles discrètes du pouvoir en place parler. Il y a déjà presque un an ou un peu plus d'un an, le ministre de l'Agriculture nigérian intervenait déjà et menaçait. Et le seul nom du pays cité, c'était le Bénin. C'était autant de signes avant-coureurs. Alors, lorsque vous n'avez pas la solution du bout des doigts, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est d'anticiper, de discuter, de proroger entre vous. Nous autres, nous ne sommes plus là en ce moment. Diplomatiquement parlant, il se serait déjà vu pour dire non mais écoutez, je vous vois venir, voilà ce que nous on préconise et tout le reste. Rien n'a été fait de tout ça, rien n'a été fait. Donc moi je me dis, pour ceux qui pensent que le Nigeria va vraiment recevoir négativement les impacts, je suis tout à fait d'accord. En termes de libre circulation des personnes et des biens, vous m'aviez interpellé là-dessus, le Nigeria a trouvé la parade. Même si c'est une parade qui ne tient pas
la route, le Nigeria a dit, mais écoutez, nous n'en voulons pas aux ressortissants. Ils peuvent aller et venir, mais ils doivent faire preuve, enfin, du moins faire patte blanche, prouver qui ils sont, ce pourquoi ils vont au Nigeria. Surtout, nous montrer leur passeport. Est-ce que la libre circulation des personnes et des biens devrait s'accommoder d'autres choses en termes administratifs? Je crois que le Nigeria a fait patte blanche. Le Nigeria a dit, vous pourrez venir, mais démontrez-nous ce que vous allez faire chez nous, qui vous êtes, vos papiers, alors que l'histoire a démontré que les deux peuples se brassent sans tenir compte de ces détails. Mais en règle normale, on ne peut pas demander libre circulation des personnes et des biens sans un minimum de précaution. Et c'est ça, le Nigeria s'était tellement bien préparé qu'aujourd'hui, les conditions qui sont imposées, ce n'est pas des frontières hermétiquement fermées. Non, mais il y a encore des compatriotes qui continuent d'aller au Nigeria. Mais vous ne pourrez plus aller au Nigeria avec vos paniers de tomates, par exemple. Alors que c'est de ça que le pays a vécu pendant longtemps. Vous ne pourrez plus déverser du riz au Nigeria. Vous ne pourrez plus y aller avec les véhicules d'occasion. Ce qui, dans la balance des considérations, avoisinait les 700 milliards de francs CFA, formellement parlant. Ce n'est même pas le circuit informel. La douane, le cordon douanier béninois, bon an, mal an, se retrouvait autour de 700 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, cela a drastiquement chuté, simplement du fait de la fermeture de cette frontière. Donc, c'est dire que le Nigeria s'y est longuement préparé et ne fait que déverser sa stratégie. Alors, face à une telle chose, la démarche du Parlement, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une démarche biaisée. Mon confrère l'a souligné, c'est diplomatiquement acceptable. Maintenant, l'impact, de mon point de vue, je ne voudrais pas être pessimiste, l'impact va faire flop dans la mesure où le Nigeria ne s'était pas levé un beau matin pour le décréter. Le Nigeria s'y est bien préparé et avait déjà dit, nous avions atteint l'autosuffisance. Voilà un pays, ça allait un peu arrogant, mais il faut dire, le Nigeria dit, nous avions déjà atteint l'autosuffisance depuis quelques années. Qu'on ne vienne pas perturber cet écosystème que nous avions mis en place. Rien que pour l'image de l'institution, qui, on l'a vu, à d'autres circonstances, tient beaucoup à cœur à l'actuel président Muhammadu Buhari, qui pense que l'Union africaine doit pouvoir être aussi forte que l'Union européenne. Une certaine CEDEAO doit pouvoir être aussi dynamique que l'ONU. Alors, lorsqu'on a une vision comme celle-là et que la CEDEAO s'invite dans la danse par son Parlement, est-ce que ça n'interpelle pas? Mais bien sûr, ça interpelle. Et en interpellant le responsable, ça ne pourrait pas faire infléchir la posture actuelle? Oui, pour obtenir quel résultat? C'est ça aussi le problème. Je prie que demain, en me réveillant, que les frontières soient ouvertes. Ça, là, je suis sincère en plus. Autant que nous consommons du Nigérian, enfin, du moins transité même par le Nigeria, nous en consommons chaque jour que Dieu fait. Je suis partisan de ceux qui voudraient que demain, en se réveillant, que nous ayons des frontières ouvertes. Parce qu'en fait, comme on le dit, ouvrez les frontières, que les gens puissent aller venir. Le Nigeria, quand on demande que le Nigeria infléchisse sa posture, moi je voudrais me demander pour obtenir quel résultat. Voilà, le Nigeria dit, nous avons tel problème. Pour résoudre ces problèmes, nous attendons des États frontaliers qu'ils aillent dans ce sens. Est-ce que la CEDEAO a revisité les doléances, pour ne pas dire les exigences du Nigeria? C'est après les avoir revisitées que la CEDEAO en est arrivée, enfin le Parlement de la CEDEAO en est arrivé à ce plaidoyer. Si c'est le cas, j'ose croire alors que les États partisans avaient déjà pris bonne note, comme l'a fait le Burkina, qui n'était pas forcément un pays totalement limitrophe du Nigeria, mais qui est un pays de l'interland, a aussi interdit le riz. Il y a un document qui est sorti dans ce sens. Le Niger l'a fait, en attendant que d'autres pays ne leur emboîtent les pas. Je suis en train de me demander qu'est-ce que le Bénin a déjà fait officiellement, parce que nous, on est au courant de rien, à l'endroit du Nigeria pour dire, écoutez, nous sommes clean. Ça va être difficile parce que, précisément, c'est à travers ces produits que le Bénin fait son fort en termes d'économie. Moi, c'est pas mon job, il le dira tout à l'heure, parce que quand on regarde ce qui se passe, le port s'ouvre. On a dit que le Bénin est un hub pour la sous-région. Et je voudrais bien que ce soit le cas. Quand le port s'ouvre, c'est sur le Niger, c'est sur le Nigeria, c'est sur le Burkina Faso et autres. Et voilà que ces pays
déjà sortent des notes pour interdire l'accès sur leur territoire d'un certain nombre de produits qui transitent par le port du Bénin. Vous ne voyez pas déjà l'impact et qu'il est difficile pour le Bénin aujourd'hui de dire « Ok, nous sommes à 100% d'accord avec le Nigeria, on va dans ce sens ». À l'étape actuelle des choses, cela me semble quasiment malaisé et difficile pour le Bénin. En tout cas, comment faire pour sortir de la situation? Moustapha Cissé, je reviens sur son plaidoyer et pense qu'il est plus qu'impérieux pour les États africains d'œuvrer pour l'effectivité de la suppression des barrières au sein de la communauté. Un point qu'il voudrait bien voir Buhari prendre en compte pour le bonheur, non pas que du seul Nigeria, mais de toute la communauté. Et là, Kazumi Pedjo, on parle de vie communautaire. Oui, on parle de vie communautaire. Dans la vie communautaire, il y a les principes de base que vous êtes fixés. Et la CEDEAO a fixé la libre circulation des personnes et des biens, mais en tenant compte des produits locaux. Ça, il faut le préciser. En tenant compte des produits locaux, en tenant compte de la sécurité, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Alors, aujourd'hui, le Nigeria est confronté à une question, à un conflit entre la liberté de mouvement, la libre circulation donc des personnes et des biens, et la question de la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ça se passe comme ça, vous séparez les deux. Vous suspendez la liberté, vous rétablissez ensuite la sécurité et vous remettez la question de la liberté sur tapis. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a une sécurité alimentaire au Nigeria pour donc des questions de flux du riz venant d'Asie, d'Europe enfin de l'Amérique. Il y a conflit entre l'économie locale et l'économie internationale. C'est normal que le Nigeria prenne cette disposition. Vous savez, M. Joël, je vais rappeler à nos dirigeants, notamment au chef de l'État, Patrice Talon, et à ses ministres, qu'en 2005, le Nigeria avait déjà pris la décision de rouvrir son port commercial de Lagos. C'était une menace que l'actuel ancien président de la République, Nicéphore Soglo, a pris son bâton de pèlerin et est allé voir les autorités. Je veux citer Jonas Bian, alors ministre de l'économie et des finances, et lui a dit attention, il y a une menace depuis 2015. Il lui a dit, ça n'a pas tardé. Quelques jours après, le Nigeria a suspendu l'importation sauvage des véhicules d'occasion sur son sol. Ce n'est pas une réalité. Patrice Talon ne le savait pas, Wade ne le savait pas. Et le Nigeria a dit, je vais plus loin. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce serait du côté alimentaire. Le Nigeria en est là aujourd'hui. Je crois qu'il y a une certaine cohésion, une certaine cohérence que le Nigeria marque, que la CEDEAO doit prendre comme expérience et imprimenter ça aux autres nations, telles que les États donc de l'UEMOA. Mieux, j'invite le chef de l'État béninois à ordonner à son ministre, lequel je ne sais pas, à prendre aussi une décision et suspendre l'importation des riz sur le sol béninois. Le Niger l'a fait. Le Burkina Faso l'a fait. Que le Bénin aussi monte le pas et dit, bon, à partir de cet instant, nous suspendons l'importation sauvage du riz sur notre sol. Waouh! Moi, je vais applaudir ça. Et je vais demander à tous les Béninois de commencer désormais par écouter leur président. Parce que ce serait là le début de la collaboration régionale. Le début du vivre ensemble sur le sol. Mieux, je demanderai au chef de l'État béninois de tourner au Nigeria. C'est un seul pays. Nous avons 8 pays qui font à eux 90 millions d'habitants. Ok, là-bas c'est 200 millions. Mais si vous n'avez pas votre papa, contentez-vous de votre oncle. Prenons l'UEMOA. Travaillons pour aller nourrir l'UEMOA. Quand vous l'aurez compris ainsi, vous cesserez de pleurnicher de diplomatie en diplomatie pour inviter la Côte d'Ivoire et que sais-je encore à venir pour la médiation. Il faut le laisser. Et je crois que la CEDEAO doit être beaucoup plus sérieuse, doit beaucoup plus penser à la question, à ses vraies valeurs. Qu'est-ce que la CEDEAO défend? C'est l'importation des riz sur son sol? Moi, je ne comprends pas. Donc, parce que la question... Vous n'y attendez pas grand-chose. Moi, je n'attends rien. J'attends que le Bénin aussi prenne les décisions pour dire, à partir de cet instant, attendez, pour commencer par produire du riz, on a besoin de combien d'années
On a pris combien d'années pour développer le Le coton? Bénin a commencé quelque chose, vous vous rappelez, Nerika, avec Et c'est où? le Nerika, compatriote avec Touné, c'est où? qu'il faut peut-être relancer. C'est où? Touné est en train de mourir, économiquement parlant, là, avec son riz. Il ne fait rien. On l'a bloqué. Et d'autres compatriotes l'ont fait. On les a bloqués. Et maintenant, vous criez quoi? Lorsque l'opérateur économique Dangote, il a annoncé les couleurs, on a envoyé des petits voyous délinquants de la rue sur les réseaux sociaux insulter. C'est des injures, il s'agit? Non, nous avons tous lu le message. On ne fait pas ça. Et quand ça se passe comme ça, vous avez la criette, vous avez l'OCRC, vous identifiez ces personnes en mouvement qui perturbent la quiétude, vous les identifiez, vous les sanctionnez. On n'insulte pas un grand. Bon, mais on a vu ça, personne n'a réagi. On voit des messages sur les réseaux. Vous avez vu, il a dit, Joe Pezo, le Nigeria aussi a commencé par nous envoyer des captures d'écran, des capsules, j'allais dire, des vidéos pour montrer ce de quoi il s'agit. Je crois que nul n'est bête. Le Nigeria est resté durant donc 40 ans à consommer notre passivité. Aujourd'hui, le Nigeria s'est réveillé pour nous discipliner. Le Bénin aussi a commencé par se réveiller depuis que cette crise a pris toute autre allure qui commence par inquiéter du plus petit ou des plus grands au plus petit. Des Béninois, c'est des tournées qui ont commencé récemment dans le sud-est du pays. Le ministre de l'Agriculture a pu rencontrer des producteurs, des discussions ont été faites. Jos Pezo, j'imagine, vous qui êtes aussi dans l'investigation, vous avez suivi. Comment appréciez-vous cette démarche de l'autorité? Non mais je l'apprécie à bon escient. Je me dis, c'est un peu tardif, certes, mais pourquoi tardif? Parce que du côté du Togo, il y a aussi des producteurs de tomates qui ont été soulagés un tout petit peu parce que le gouvernement avait pris l'option de racheter la production qui était déjà en perdition au profit de l'armée et d'autres structures. C'était une bonne chose de fait. Et donc que les autorités béninoises se déplacent pour aller vers ces producteurs qui sont aujourd'hui aux abois, c'est une très bonne chose. Et il ne suffit pas seulement d'aller à leur chevet et puis d'aller leur présenter les excuses du gouvernement, tout ce qu'on veut, mais c'est de trouver des solutions pour écouler ou résorber le trop-plein qui est là aujourd'hui sur leurs bras. Parce que ces producteurs écoulaient leurs produits du côté du Nigeria. C'est un peu cyclique. La production de tomates au Bénin, tantôt c'est le Bénin qui produit de la tomate déversée sur le marché nigérian. Et puis après on observe l'inverse. C'est du côté du Nigeria que les Béninois se rendent pour aller chercher de la tomate, donc ainsi de suite. Les deux pays font ce genre de brassage entre eux. Aujourd'hui, les autorités ont constaté qu'il y a d'énormes quantités de tomates déjà prêtes à être commercialisées, mais qui sont restées sous les bras des producteurs dans le mono, un peu partout. Moi, je me dis, il faut rapidement trouver les solutions. Nous avons, dans le zoo du Bénin, on avait eu, dans le temps, une usine de transformation de tomates qui est morte de sa plus belle mort pour n'avoir pas de matière première pour produire. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir toute cette dynamique, voir comment est-ce qu'on peut préparer du jus de tomate ou tout ce qu'on veut, parce que lorsque les producteurs ont de ces genres de récoltes qui leur restent sous les bras, ce n'est pas une bonne chose. Il ne suffit pas seulement d'aller leur dire bonjour, mais il faut leur préconiser les solutions qui existent. Kazming Pidjo, oui, en dehors des efforts diplomatiques à l'interne, voilà, il y a du travail qui se fait. Le ministre de l'Agriculture a pris son bâton de pèlerin. Là, c'est des discussions avec des producteurs recueillis, les doléances, mais ensemble, essayer de trouver des voies et moyens de contournement d'une situation de plus en plus difficilement tenable. Et je l'ai dit tantôt, il y a 90 millions donc, de population de bouche à nourrir au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Écoutez, M. Joël, cessez avec la campagne émotionnelle. Il faut cesser avec la campagne émotionnelle. Il faut cesser de jouer. Il faut cesser de jouer avec les nerfs des opérateurs économiques, enfin des commerçants.
des agriculteurs. Ils vivent une situation plus dramatique. Cessez de jouer avec l'émotion. Ce qui se fait là, c'est jouer avec de l'émotion. Mais et les producteurs d'ananas, il ira quand chez eux? Le ministre ira quand chez eux? C'est une tournée qui a commencé. Il faut espérer que ça se poursuive. Si vous avez parlé de tomates, moi je voudrais vous dire non, c'est vrai qui a spécifié le cas tomate qu'il a qui va s'occuper des importateurs de riz qui sont là? Qui va du moins s'occuper de Bénin Control? Bon, en peu de mots, vous voulez dire que ce n'est pas une solution pérenne. Qui va s'occuper de Bénin Control? Qui a la charge du tracking et qui gagne par an 150 milliards pour les activités? Qui va s'occuper de... Qui ira les voir pour les soulager? De la poche de qui on va sortir l'argent pour compenser ça? Qui va le faire? C'est moi. Alors, que faut-il faire alors en urgence? C'est pourquoi je dis cessez de jouer avec les nerfs. Cessez de jouer avec les nerfs. Cessez de communiquer autour des épiphénomènes. Ça, c'est des épiphénomènes. On fait quoi, Kazmi Pédio? Ils savent. Mais ils savent, non? Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Vous êtes là aussi pour des contributions? Mais je suis là pour... Mais ils sont opérateurs. Ils brassent des milliards, non? Eux, là, ils brassent des milliards. Une usine de transformation de la tomate, pour reverser ça sur le marché international, ça va leur coûter quoi? Ils n'ont qu'à maintenant s'essayer. Pour produire de l'énergie électrique, vous jazzez. Vous avez inauguré un truc appelé Maria Gleta. Ou Donna, là, la dernière fois. Maintenant, faites de l'industrialisation. En tout cas, donc c'est ça les vraies questions. C'est ça qui doit faire. L'État y pense. L'État n'y pense pas. Ah non, ne me dites pas ça. Mais s'il pense, pourquoi aller dans les champs? Vous en aurez suffisamment de preuves. Donnez-nous déjà les communiqués qui nous rassurent que la tempête, elle est là, mais bientôt la saison serait bonne. Donnez-nous déjà ces gages-là. Nous n'avons pas... Vous prenez des voitures 4x4, vous descendez dans des champs de purée de tomates. L'État peut être rassuré de ce que... Et il n'est pas seul. La CEDEAO qui vole le secours, vous n'y croyez pas que ça puisse apporter grand chose. L'État doit pouvoir penser à des solutions pérennes, dites-vous. Mais désormais, c'est des têtes couronnées qui volent au secours de l'État. Une délégation bientôt pourra aller vers le Nigeria, rencontrer les pairs du Nigeria pour ensemble voir comment échanger avec le premier responsable du Nigeria. Quand on sait que la chefferie traditionnelle a un grand rôle dans nos cités, est-ce qu'il ne faut pas espérer? Nous sommes, depuis des années immémoriales, nous sommes dans des États souverains. Nous ne sommes plus dans la monarchie. Je l'ai dit tantôt, cessez de jouer avec des émotions, cessez de singer. Le problème, il est beaucoup plus sérieux. J'invite le chef de l'État béninois plutôt à prendre son avion, à atterrir à l'aéroport international d'Abuja. Même si Boari ne va pas l'écouter, qu'il ait échangé en amitié avec Dangote. C'est mieux. Mais roi de quoi, vous dites? Roi d'où? Il ira voir qui? Boari. Le problème, il est aussi banal. Je l'ai dit sur un plateau déjà par le passé. La royauté s'est banalisée. Le problème, je n'ai pas banalisé. Le problème n'était pas à Yokohama. Aujourd'hui, on ramène le problème à des rois telaires ou à des rois... Bon, merci. C'est beaucoup plus sérieux. Et moi, j'invite le chef de l'État à descendre au Nigeria, à discuter, à faire des concessions, à dire désormais comment on travaille pour rehausser l'économie béninoise. Très rapidement, oui, cette démarche des rois, mais qui quelque part aussi déplore qu'il pourrait y avoir des mains politiques invisibles derrière ce que le Bénin vit. Très rapidement. Bon, mais écoutez, je suis de ceux qui pensent que les réseaux fonctionnent en politique comme en économie. Les réseaux fonctionnent. Et les réseaux, quand je parle de réseaux, ce n'est pas ce qui est normal, c'est pas ce qui est logique, c'est pas ce qui est cohérent. C'est-à-dire les réseaux, c'est une bonne dame quelque part au fin fond de Sakété qui peut avoir des acquaintances avec Boari. C'est possible, ça c'est les réseaux. Dire que les rois ou je sais pas, quelques rois se décident à le faire, je peux y croire. Mais le contenu du message gêne. Parce que déjà, si ce personnage ou cette personnalité, si elle était sérieuse, devrait se garder, n'est-ce pas, d'y trouver des mains invisibles. Parce que les Nigérians, jusque-là, n'ont jamais fait une déclaration dans ce sens en disant que leur démarche est mue par des flexions politiques venues du Bénin, non.
ils ont mis sur la table de véritables problèmes qu'ils sont et pour lesquels ils ont trouvé des solutions. Si vous devez conclure. Je voudrais conclure pour dire que ceci. Je pense que les autorités béninoises ne devront pas dormir sur le laurier, qu'elles devraient chercher à résoudre d'abord cette crise, quitte à trouver des mesures dans la durée. L'immédiat, c'est de résoudre cette crise. Parce que entre les deux pays, le commerce s'est arrêté, ça s'est essoufflé. Les échanges commerciaux n'existent pratiquement pas en ce moment. Merci beaucoup, oui, Kazmi, pour conclure. Oui, je crois que les pays comme le Burkina Faso, le Togo, le Ghana doivent assigner l'État béninois pour avoir perturbé l'activité commerciale entre le Nigeria et eux, parce que véritablement, ce n'est pas bien. Le Bénin, à cause d'un seul pays, qu'on puisse empêcher les autres donc d'être libres économiquement parlant et sur le plan du mouvement. Je crois que ça doit être une très bonne décision que la CEDEAO et l'UEMOA doivent pouvoir donc valider. Pour que c'est un citoyen qui parle? Bien sûr. Ah bon? Et pris du développement économique de son pays. Merci à vous, Kazmi Pédior. Merci également à vous, Jos Pesso. Oui, la parole, elle est libre sur ce plateau. Chacun avec sa réflexion. Il faut un tout, dit-on, pour faire un monde. Merci pour la complicité, chers téléspectateurs. Un grand merci aussi au réalisateur de l'autre côté de la baie vitre, Lionel Ackley, c'est son nom. 100% Bénin pour le numéro du jour, Fausse Compagnie. Sur cette citation de l'écrivaine et journaliste française Delphine de Girardin, qu'on appelle vulgairement Madame Girardin. Le bonheur n'est autre chose qu'une suite de petites joies. Alors vivement que des milliers de petites joies dans nos vies prennent le pas sur les instants d'incertitude. Merci pour l'attention. À très bientôt.